Amis randonneurs, bonjour, une nouvelle vidéo commence. Nous sommes au château d'Amboise. Allez, venez avec nous pour la visite. C'est parti. Construit sur un éperon rocheux, le château d'Amboise protégeait dès le Moyen-Âge le passage du pont et la petite ville. L'édifice actuel fut commencé sous Louis XI, mais ce fut Charles VIII, né à Amboise en 1470, qui, à partir de 1492, entreprit les grands travaux de reconstruction. L'œuvre était déjà fort avancée quand le roi ramena d'Italie un groupe d'artisans dont l'influence s'exerça principalement dans la décoration, car ce sont des maîtres français qui ont conçu l'architecture. Charles VIII se fracassa le crâne en heurtant Louise de la Galerie à Queulebach le 7 avril 1498. Louis XII fait reprendre plus tard la construction. François Ier termine l'aile commencée. Il a appelé d'Italie Léonard de Vinci, qui meurt au Clos Lucé en 1519. Vous verrez cela dans la prochaine vidéo. Le château passe sous Louis XIII à Gaston d'Orléans, son frère. Voir la vidéo de Blois. Mais la révolte de Gaston contre l'autorité royale en 1631 a pour effet de priver Amboise d'une partie de ses remparts. Sous Louis XIV, le château sert de prison d'État. Fouquet y sera enfermé quelques semaines. Sous Louis XV, il est confié à Choiseul. Puis Louis XVI le rachète pour le donner à Louis-Philippe d'Orléans, duc d'Orléans, le grand-père de Louis-Philippe Ier, dernier roi de France, enfin des Français. Sous le Premier Empire, Amboise est remis au consul Roger Ducos, qui abat une partie de l'édifice, faute de pouvoir l'entretenir. L'émir Abdelkader y reste enfermé de 1848 à 1852. Le château appartient toujours à la famille d'Orléans. C'est parti pour la visite. En pénétrant dans l'enceinte du château royal d'Amboise, nous empruntons l'ancien passage à pied des gardes défendu à l'origine par un premier pont-levis et une herse. Cette galerie est ornée des blasons des propriétaires successifs du château depuis le XIe siècle jusqu'au XIXe. Cet étage présente une succession de salles affectées à la garde qui défendaient l'accès aux étages nobles, les gardes du corps du roi regroupaient des compagnies écossaises, suisses et plus tardivement de mousquetaires français. Il reste encore un garde, en chair et en os, mais pas commode. De la salle des gardes, nous accédons au promenoir. Cette galerie ouverte permettait d'observer la navigation sur la Loire et le franchissement du fleuve. Cette salle correspond à l'emplacement d'une chambre à parer du roi Charles VIII. La cour était souvent itinérante et le mobilier suivait les déplacements. La salle des tambourineurs, les musiciens, évoque les nombreuses fêtes et bals donnés au château. À la Renaissance, le roi de France étend progressivement son pouvoir sur le royaume en s'assurant notamment de la fidélité des gouverneurs, des officiers et des dignitaires du clergé. Il exige, en outre, que les grands seigneurs demeurent plusieurs mois à ses côtés, en compagnie de leurs épouses. Les femmes font ainsi leur entrée à la cour royale. Les audiences solennelles et les fêtes font dès lors partie de l'agrément indispensable de la vie de la cour. La grande salle est l'une des premières de ses dimensions à servir de cadre à ces réjouissances. Cette pièce constituait à l'origine une chambre d'apparat où le roi recevait son entourage. Elle présente aujourd'hui une collection de mobilier et d'objets liés aux usages à la table du roi. Les tréteaux médiévaux cèdent la place à la table à l'italienne. Elle est richement décorée et dispose d'allonges. L'art de la table évolue lentement avec l'usage toujours timide de la fourchette à deux dents. On utilise plus facilement le couteau et la cuillère jusqu'à Henri III. Cette pièce fut la chambre du roi François Ier et de son fils Henri II. Elle fut aussi occupée par Catherine de Médicis, son épouse. Cette pièce, réaménagée au XIXe siècle, abritait les tenues du roi ou de la reine, à proximité immédiate de la chambre.
En 1786, le château est racheté par le duc de Penthièvre, cousin du roi Louis XVI, petit-fils légitimé du roi Louis XIV. Il fait aménager en 1789 le logis royal. Le cabinet de travail présente une succession de portraits de la fin du XVIIIe siècle, représentant le grand-père maternel et les parents du futur roi des Français, Louis-Philippe Ier. Louis-Philippe, duc d'Orléans, reçoit le château de sa mère Louise-Marie-Adélaïde de Bourbon-Penthièvre en 1821. Le futur roi des Français acquiert 46 maisons qui entourent alors le château pour les faire démolir et dégager ainsi les remparts. Louis-Philippe fait aménager le château comme lieu de villégiature pour la famille d'Orléans, dont quelques souvenirs sont rassemblés ici. Dès le départ en exil de Louis-Philippe Ier en 1848, les biens privés de la famille d'Orléans sont placés sous séquestre par le gouvernement provisoire de la République. Le château est opportunément mis à disposition du ministère de la Guerre qui recherchait une résidence susceptible d'accueillir un prisonnier d'État, l'émir Abdelkader, qui y séjourne avec sa suite de novembre 1848 à octobre 1852. Du toit de la tour des Minimes, on domine la Loire de 40 mètres. Cette rampe en forme d'hélice permettait ingénieusement aux chevaux du roi de rejoindre les terrasses du château depuis la ville. Malheureusement, lors de notre passage, la chapelle Saint-Hubert était en travaux. Elle doit sa notoriété à la présence de la sépulture de Léonard de Vinci, mort à Amboise le 2 mai 1519. Nous quittons le château par la tour Hertot, la deuxième tour cavalière, et allons faire un petit tour en ville. Construite au XVe siècle au-dessus d'une porte médiévale de la ville, la tour de l'horloge sert de beffroi. Ancienne collégiale jusqu'à la Révolution française, l'église Saint-Denis d'Amboise devient ensuite église paroissiale. Sa construction commence au XIIe siècle, mais elle est remaniée au XVe et au XVIe. Amis randonneurs, nous nous dépêchons de retrouver Léo, car nous avons rendez-vous avec
Léonard de Vinci, au château du Clos Lucé. Ce sera pour notre prochaine vidéo. À bientôt!